Et bonjour tout le monde, voilà, on y est. Bonjour tout le monde et bonjour Célia. Célia? Oui, Oui, voilà, bonjour. bonjour. Je me suis dit, tiens, faudrait pas que je l'ai perdu au moment où je lance le live, ce serait bête quand même. Mais non, tout va bien. Allez, Je suis là. c'est formidable, je ne t'ai pas perdu. Et apparemment, Twitch a lancé le live comme il fallait, donc tout va très bien. Voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va peut-être commencer par une petite présentation. Donc, Célia Flo, toi, tu écris des livres, mais je crois que tu écris... Alors, déjà, je crois que tu fais euh, beaucoup de fantaisie, surtout. Peut-être que ça? J'ai pas vérifié. Je crois que beaucoup de fantaisie. Je fais de la fantaisie et de la dystopie. D'accord. Donc, parmi la SF, je fais spécialement des dystopies, c'est-à-dire des histoires où il n'y a pas forcément de magie, mais où on est dans une société qui rend les gens pas très heureux. Voilà, une histoire où tout le monde est malheureux. Est-ce que ça va mieux à la fin quand même? Oui, en Bon, ça va. général, j'ai des histoires qui sont assez positives et cosy. Ah, Donc, que génial. ce soit de la fantaisie ou la dystopie, en général, ça va mieux à la fin. Mais pour en y arriver là, il faut affronter des sociétés, des systèmes pas très Oui, sympas. oui, oui, oui. Et du coup, j'ai lu que tu faisais de la jeunesse. Mais qu'est-ce que... Enfin, jeunesse young Ouais. adulte, en fait. Pas jeunesse, enfant. Oui, c'est-à-dire à partir de 12 ans, onze D'accord. douze ans. Voilà. Ok. Et tu travailles sur de la BD. Alors, est-ce que tu as déjà des BD de sortie ou tu travailles sur l'adaptation de Porcelane? Alors, c'est ça, je travaille sur l'adaptation de Porcelane, le premier tome en BD. Donc, avec une dessinatrice qui s'appelle Nina. Et on a fait un dossier qu'on va proposer aux éditeurs. Voilà. Et donc, on croise les doigts là-dessus. On croise les doigts. Parce que Merci beaucoup. je sais, c'est sport. Je connais le milieu de la BD, puisque moi, je suis coloriste. BD, donc depuis des Hmm. années. Donc je sais ce que c'est, les dossiers, les éditeurs, et machin. Voilà, je sais. Bon courage. Ouais, merci. Ah, de toute façon, voilà. Et puis de la chance aussi, il faut se souhaiter de la chance, parce que ça, c'est toujours très très utile. Du coup, puisqu'on est là pour parler... Ça. Oui, tu voulais dire, excuse-moi, je veux pas te couper la parole. Non, non, je disais que je pensais qu'effectivement, ça, la chance, je prends. Oui, voilà, oui, oui, il faut s'en donner, toujours. Un très très utile la chance, il faut pas hésiter, quoi. Donc on essaie de t'en envoyer. Du coup, puisqu'on est là pour parler d'écriture et que moi je me pose plein de questions sur comment les gens travaillent, et pas forcément qu'au moment où ils écrivent, mais aussi avant. Moi, ce que je voudrais commencer par te demander, c'est justement comment ça se passe avant d'écrire. Comment est-ce que tu as des idées? Comment tu gères tes idées? Comment ça se passe chez toi, avoir une idée? Chez moi, en fait, c'est assez brusque, c'est-à-dire que l'instant d'avant, il n'y a pas de roman, et l'instant d'après, il y a un roman. Ah Et oui. voilà. C'est un ensemble de rouages qui tout d'un coup se mettent à tourner pour faire un roman. C'est comme Par un exemple, flash. oui, c'est un flash, c'est très rapide, c'est très très rapide. Euh, je me souviens que pour Porcelaine, par exemple, j'avais l'idée de petites statuettes qui ressemblaient à des porcelaines qui pouvaient accueillir l'âme des vivants et des morts. Mais au début, ça n'allait pas très loin. Et puis, je suis tombée sur un reportage qui parlait du chemin le plus dangereux du monde, entre guillemets, qu'un chemin en Chine, dans les monts Washan. Et en voyant le mélange porcelaine, chemin dangereux, tout d'un coup, voilà, c'est parti. J'ai eu l'idée d'une guide sur ce chemin dangereux, d'un problème avec sa porcelaine, de toute l'histoire qui en découlait.
Et ça s'est fait en même pas une minute. C'est fou. Ah oui, c'est quelque chose de C'est- très soudain chez toi, en fait. Et c'est quelque chose qui prend Oui, corps d'un seul coup. oui, Ah, c'est fou. tout à fait. C'est fou. C'est presque magique, en fait. Oui, Parce oui, que... c'est magique pour moi parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas comment ça marche et je ne peux pas le provoquer. Ah, C'est-à-dire que moi, j'ai pas énormément d'idées de romans. Quand je finis un roman, il y a une nouvelle idée qui arrive, mais il y en a qu'une qui arrive. Je ne suis pas de ces auteurs qui ont un foisonnement d'idées et qui ont tout un tas de difficultés pour choisir laquelle écrire. Moi, j'ai une mission et c'est d'écrire ce roman. Et quand le roman est écrit, la mission est remplie, il y a un nouveau roman qui va arriver. Mais un seul. c'est incroyable. C'est à la fois... J'ai l'impression, si tu veux, pour moi, c'est un petit peu... comme Monk, pour ceux qui connaissent la série, c'est à la fois un don et une malédiction. Parce que du coup, t'es coincé avec cette idée. Je suis coincée au sens où euh, c'est presque à la fois comme un don, effectivement, un cadeau que je me fais à moi-même ou qu'une puissance extérieure me fait en me confiant cette histoire. Et en même temps, c'est un devoir, c'est-à-dire que je dois la raconter. Je Hmm. n'ai pas le droit de lui manquer, euh, j'allais dire, de respect ou de ne pas remplir ce devoir sacré que d'écrire l'histoire qui m'a été confiée. Donc, je l'écris. Eh oui, eh oui, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que du coup, une fois que cette idée est là, bah, t'as vraiment le sentiment, c'est ça, que t'as une mission et que tu dois l'accomplir. Tu dois aller au bout, quoi, de ta C'est ça, quête. C'est... c'est ça, Et, exactement. et du coup, pour Porcelam, est-ce que tu savais dès le départ qu'il y aurait 3 livres ou comment ça s'est passé? Eh ben, je ne le savais absolument pas. J'étais partie sur un tome unique, donc qui se déroulait sur la voie du Kirin, qui est un chemin extrêmement dangereux qui serpente sur une montagne. Une fois arrivée au sommet de la montagne, une fois l'intrigue résolue, je me suis dit, quand même, mon héroïne, elle est un peu seule. C'est pas logique par rapport à son caractère. Elle devrait avoir des amis. Et les deux amies ont chacune réclamé leur histoire avec leur tome dans leur clan. Et donc, c'était parti pour la trilogie. Voilà. D'accord, Mais d'accord. c'était pas Donc, du tout prévu au début. oui, ok. Donc, c'est quelque chose que tu as découvert, en fait. J'imagine que comme pour le reste, quand tu as eu fini l'histoire, hop, d'un seul coup, cette idée a jailli. Et tu t'es dit, bon, bah voilà, il faut que je fasse C'est ça, ça. C'est incroyable. c'est ça. Et heureusement, c'est arrivé après l'écriture du premier jet, mais avant les corrections. Parce que du coup, moi, je retravaille énormément entre le premier jet et les corrections. Et heureusement, c'est arrivé à ce moment-là, de manière à ce que je puisse réintégrer en fait toutes les nouvelles idées que j'ai eues dès le tome 1 au moment des corrections. Mais c'est vrai que bah, quand j'ai commencé à l'écrire, hein, d'ailleurs c'est rigolo, hein, il s'appelle La Voix du Kirin. Le Kirin c'est licorne mais version japonaise. Quand j'ai commencé à l'écrire, il n'y avait pas de Kirin. Ah oui, d'accord. C'était voilà. Et c'est parce que, en terminant le premier jet, tu as eu l'idée de la suite que, du coup, en corrigeant, tu as apporté les modifications dont tu parles. C'est ça, c'est Eh oui. ça. Mais du coup, est-ce que ça a été un gros travail de correction? Parce que j'imagine que d'un seul coup, avoir l'idée de la suite, Énorme. et ouais, c'est ça, tu te dis, tu dois implémenter plein de choses, du coup. En fait, comme je ne prépare pas mes premiers jets, donc voilà, j'ai l'idée et je commence à écrire. Au moment où je commence à écrire, j'ouvre un carnet spécial avec le titre du roman et je note plein de choses dans ce carnet, des idées, du vocabulaire, des chronologies, enfin voilà. Mais je le note au fur et à mesure que j'écris en fait. Et donc, quand j'arrive à la fin du premier jet, je me trouve avec quelque chose qui est assez foutraque et qui sert simplement à me raconter l'histoire à moi-même. Mhm. Et c'est là que je me pose, que je me demande qu'est-ce que je veux faire en fait, qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que je veux faire. Et là, je pars pour des cycles et des cycles de correction pour rendre
pour rapprocher le roman de ce que je veux faire. Mais c'est beaucoup de corrections en fait. D'accord. Donc, en fait, comment ça se passe du coup, tes corrections? Tu vas faire, genre, tu vas relire et puis tu vas prendre des notes ou comment ça se passe? En général, je fais un plan de correction que j'appelle pour rigoler mon plan de bataille. Parce que je me lance dans les corrections un peu comme on fonce sur un champ de bataille, voilà, en mode warrior. Donc, je fais mon plan de bataille dans lequel je mets souvent plusieurs rubriques. Donc, le rythme, l'intrigue, les personnages, l'univers. Et je note dans mon plan de bataille ce qui doit être corrigé. Et puis après, une fois que j'ai mon plan de bataille, je corrige le roman. Sur certaines choses, je vais commencer par le début et finir par la fin, logique, mais il y a des choses où je vais faire tout le roman d'un coup. Par exemple, s'il y a la description je sais pas, de la montagne sacrée, par exemple, je vais prendre tout le roman et faire toutes les descriptions de la montagne sacrée d'un coup, par exemple, pour tout D'accord. corriger d'un coup pendant que je suis à fond dedans. Oui. Donc il y a des choses où je fais Point par point. où je passe, voilà, je fais par passe. Hmm. Hmm. Et une fois que j'ai fait mon plan de bataille, que j'ai à peu près obtenu quelque chose de lisible, en général, je l'envoie à mes amis bêta lectrices qui me font un retour. Mhm. Je recorrige avec un nouveau plan de bataille. Après, je l'envoie à mon agente. Puis je recorrige avec un autre plan de bataille. Et après, soit j'ai déjà un contrat avec un éditeur, donc là, je l'envoie à l'éditeur. Soit j'ai pas de contrat avec l'éditeur. Et là, en général, j'ai au moins 2 passes avec mon agente avant de l'envoyer aux éditeurs. Donc j'arrive à des V5, V7 à peu près, comme ça. D'accord. Eh oui, oui. Oula, ça fait quand même, ça fait du travail, hein. Ça fait du travail. Moi, je crois que ça Mm, dépend de ce que j'écris, mais j'ai trois, quatre versions. Donc du coup, je me rends compte de ce que ça doit être d'avoir encore plus de, d'avoir 2 à 3 passes de plus. Ceci dit, peut-être que ça ferait pas de mal, je me rends pas compte, mais j'ai peut-être en termes. franchement, Vas-y, vas-y. j'allais dire, ça dépend vraiment, hein. Parce que peut-être que tu fais partie de ces auteurs et autrices qui préparent leur manuscrit avant. Oui, Et ça fait certainement gagner beaucoup de temps et de nombreuses passes de correction. Mais c'est pas ma façon de faire parce que c'est pas instinctif chez moi. Et à partir du moment où j'ai le plan, j'ai plus envie d'écrire. Du coup, et comme je fais pas de plan et que je suis en mode je fonce dans le tas, on verra bien où je vais, mon premier jet est sans doute beaucoup plus foutraque que d'autres. bah oui, oui. Après, moi, je sais parce que j'ai déjà écrit comme ça aussi. Donc, je sais que quand je me suis lancée comme ça, un peu enfin, un peu en mode libre sur un projet, bon, parfois, ça t'amène dans différents détours et voilà. Donc, il faut parfois effectivement recadrer le truc. Hein. Mais je pense que moi, je prépare surtout parce que ça m'aide à prendre confiance en mon histoire. Je manque beaucoup de confiance en ce que je fais, donc ça m'aide à prendre confiance en mon projet. Mais je fais pas une grosse prépa. En fait, moi, je veux juste être sûre que j'ai mon fil conducteur, que je sais ce qui va se passer dans toute l'histoire et quelles vont être les différentes péripéties. Après, ça veut pas dire que quand j'écris, j'en rajoute pas une ou que voilà, je change un petit peu tout ça, mais ça m'aide beaucoup d'avoir ce fil conducteur. Donc je construis un fil conducteur, mais après, c'est tout. Je fais pas spécialement je fais pas un synopsis de 12 pages. Tout ça, je fais pas. Non. Donc bon, je Je pense que prépare, chacun mais a sa pas. méthode et que l'important c'est de se connaître, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est Je difficile. pense que Surtout que quand on arrive dans une phase de crise, comme ça a été mon cas là, cette année, où je me suis posé des questions sur est-ce que ça me convient encore la façon dont je travaille. Du coup, on se pose plein de questions et on se dit, ah bon, alors est-ce que je pourrais pas essayer ça ou essayer ça et est-ce que ma méthode me convient encore. C'est pas facile parce que j'ai le sentiment
selon les étapes de la vie, l'expérience qu'on acquiert ou je sais pas encore quoi d'autre, on peut avoir à changer de méthode. Et ça, c'est déstabilisant. Hmm. Donc ça, c'est pas Il y a des facile. romans où j'ai des idées beaucoup plus précises que d'autres au moment de me lancer. Même si je l'écris pas, je sens bien que dans mon esprit, c'est plus ou moins clair là où je vais. Mais quelque part, je tiens, lors du premier jet, à laisser beaucoup de place à mon inconscient. C'est souvent après le premier jet que je prends conscience en fait de ce que j'ai voulu mettre dedans. Hmm. Oui, mais je crois, Voilà. je me suis aperçue de ça quand j'ai écrit mon premier livre. J'ai été sidérée de voir à quel point, parfois, et je pense que ça doit être plus ou moins toujours le cas, on écrit des choses de manière inconsciente. On met des choses, des messages plus ou moins, euh, qu'on n'avait pas forcément l'intention d'y mettre, qu'on pensait pas mettre. Et on s'en rend compte en relisant ce qu'on a écrit. Absolument. C'est fou quand même, hein, ce truc-là. De savoir, enfin de se rendre Et compte c'est de vrai que l'inconscient. mais les gens qui me connaissent très bien me retrouvent et me voient dans chaque point de mes romans, même des choses où moi, j'y avais pas pensé sur le coup, mais ceux qui me connaissent me voient. C'est perturbant des fois. Ouais, je comprends. Mm. Je comprends parce que du coup, on y met beaucoup plus de soi que ce qu'on imagine. C'est assez perturbant. Ah oui, on y met, enfin, en tout cas, j'y mets plus de moi que ce que je pense mettre consciemment. Oui, Consciemment, je mets un doigt et en fait, en réalité, je mets tout moi. C'est ouais, mm, c'est comme ça. c'est surprenant qu'on en ait à ce point pas conscience de ce qu'on met dans une œuvre. C'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, peut-être que ça donne des tas d'outils aux lecteurs pour apprendre à nous connaître aussi d'une certaine manière, quoi. Mais après, encore faut-il que eux en aient conscience. C'est pour ça que je pense, ce que tu disais est juste, quoi. Les gens qui te connaissent te reconnaissent dans ton écriture. C'est C'est ça. pas anodin, je Mm, trouve. mm, tout Mais à c'est fait. logique, ça me paraît logique, parce que j'ai le sentiment qu'on fait tous plus ou moins ça, à différentes échelles, j'imagine, mais qu'on a toujours une part de soi dans quelque chose qu'on écrit et qu'on s'en rend pas spécialement compte. Il y a une part d'inconscient, je crois, aussi, dans l'écriture. Oui, oui. En tout cas, chez moi, une grosse part. De toute façon, je pense que ça doit être assez difficile à mesurer. Mais, Certainement. ouais, je sais pas trop comment on pourrait mesurer ça, c'est compliqué. Mais du coup, comment ça se passe quand tu travailles avec ton agent? Parce que bon, moi, je n'ai pas d'agent et j'avoue, à la fois ça m'intéresse, ça m'intrigue parce que je me dis que ça doit être un outil, c'est pas du tout au sens péjoratif du terme, hein, incroyable et que, et que ça peut être aussi un support non seulement professionnel et technique, mais aussi émotionnel dans, dans le travail de l'écriture, qui est assez difficile à différentes étapes. Comment... Pour moi, c'est une personne qui est extrêmement précieuse. Mon agente donc s'appelle Roxane. Et j'ai eu une très très grande chance de pouvoir la rencontrer à un moment où j'étais en grande difficulté. Et le fait d'avoir une professionnelle de l'écriture qui souhaite me représenter et qui s'intéresse à mon travail, déjà, ça m'a rassurée sur la qualité de ce que je faisais. Hmm. Et ça m'a donné confiance dans ma capacité à pouvoir continuer à écrire des histoires qui en valaient la peine. Donc,
Vraiment, ça m'a apporté énormément dès le début d'un point de vue émotionnel. Après, euh, je vous recommande vraiment d'avoir un agent sur lequel on est en parfaite compréhension et Mm. sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est c'est la personne où, quand elle lit mes romans, c'est elle qui va les pousser le plus et le plus fort dans le bon sens. C'est jamais elle va me dire de faire un truc qui va pas dans le sens du roman. Toujours, elle comprend exactement où je veux aller et elle voit des fois plus loin que moi sur là où je veux aller. Et, elle a une connaissance de ce que j'écris qu'elle cumule avec celle du marché de l'édition française, euh, qui fait que ça, ça produit des effets qui sont incroyables pour moi, hein. Mm. Euh, D'abord, on travaille le manuscrit ensemble, on prend le temps qu'il faut, et puis il y a un moment où elle me dit c'est bon, maintenant on arrête et je vais pouvoir l'envoyer à tel et tel éditeur. Je le sens chez eux en ce moment, voilà, c'est ça qu'ils cherchent. Je vais, voilà. Donc déjà, pour moi, c'est un énorme soulagement Mm. parce que elle sait quel manuscrit adresser à qui et Ah oui, quand. ça c'est Donc énorme. c'est Ah oui, formidable. ça c'est incroyable. Et en plus, elle sait me dire, ça y est, c'est prêt. Alors c'est Ça difficile c'est... de s'arrêter soi-même. Ah oui, Je ne sais pas si toi-même ça te le fait, mais des fois, on peut corriger 40 000 fois une virgule et ça ne change rien. Mais en fait, on corrige une virgule et on ne voit pas qu'à côté, il y a un truc énorme en termes d'intrigue ou de rythme, comme un ventre mou ou bien une incohérence, un truc énorme qu'on ne voit pas. Donc, l'avoir à mes côtés, c'est vraiment très rassurant aussi de ce point de vue-là. Et puis aussi, enfin bon, je sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais moi, je me sens mais vraiment mais ridicule en train de dire, lisez ce roman, mon roman est formidable, il correspond parfaitement à votre ligne éditoriale. Je vous assure, les personnages sont extrêmement touchants, l'intrigue est passionnante, lisez-le. ouais, oui, c'est... Non mais ça, je J'y crois... arrive pas, Mais j'y arrive pas. c'est affreux, enfin c'est terriblement difficile. Je crois que rares sont les auteurs qui savent faire leur propre promotion. C'est... Voilà. Moi je fais Rien ce que je peux, qu'en mais... en y pensant, je me sens rougir. C'est pas possible pour moi. Du coup, ben, Roxane, elle le dit avec un enthousiasme, une sincérité et une connaissance des éditeurs qui fait que mais ça marche 1000 fois mieux. Ben Donc oui, et je comprends voilà. ça très bien, puisque ben elle, Euh, elle, elle, elle a choisi les auteurs qu'elle veut défendre, donc on se doute que c'est sincère, qu'elle aime vraiment ce qu'elle défend. Donc voilà, oui. après, c'est sûr, si tu veux qu'il faut apprendre à se connaître entre professionnels. Donc j'imagine que elle a trouvé des professionnels qui sont, tu vois, sur la même sensibilité qu'elle. Et donc eux, quand ils Mm, sont mm. en face, ils savent à qui ils parlent. Et donc voilà, je me dis, il doit y avoir forcément une certaine Voilà, confiance. Donc oui. tout à fait. Et c'est vrai que par le coup, c'est extrêmement appréciable, hein. Je sais que avant, quand j'envoyais mes romans, t'envoies 10 romans, tu reçois, enfin, t'envoies ton roman, pardon, à 10 éditeurs, tu revois une ou deux réponses, voilà. Ouais, alors ça... Et tu dois galérer et relancer, et parce que les éditeurs sont submergés, et puis t'as pas la connaissance pour savoir que en ce moment, tel éditeur recherche du 10-12 ans de fantaisie Mais avec non, tel gna voilà. gna 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 gna. Voilà, tu C'est sais pas. ça. Alors ça, c'est terrible. Et j'ai vécu ça comme une énorme frustration. Et je le vis toujours comme une frustration, évidemment, mais je crois que c'était pire encore quand je débutais. De savoir que... ben oui, ok, il y a tous ces éditeurs qui font de l'imaginaire. Bon, d'accord, ok, très bien. Mais tu es conscient aussi que bah eux ils sortent des trucs et puis ils ont des projets dans les tuyaux et machin et que donc toi tu sais pas ce qu'ils ont dans les tuyaux en ce moment donc tu t'as aucun moyen de le savoir donc comment est-ce que tu veux savoir si tu dois ou Mm, pas leur envoyer ton truc en interne bah, comme tu disais tu sais pas du tout
s'ils recherchent tel ou tel truc parce qu'ils ont le projet soit de lancer une collection, soit voilà, je sais pas, de surfer sur telle ou telle tendance, ou on n'en sait rien. Et c'est frustrant de fou. Absolument. Et du coup, ça crée une espèce d'opacité Oui, et pas de réponse, l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer, une frustration, une tristesse terrible. mais oui, Avec Roxane, tu as toujours une réponse. Toujours. La réponse est souvent négative, hein. C'est toujours désolé, c'est pas ce qu'on recherche en ce moment. Désolé, non, j'ai pas accroché, ça m'a pas particulièrement plu, donc on va pas le prendre. Ou désolé, on vient de publier la même chose d'un autre auteur, mince. oh, et Voilà. ça, ouais. Mais au moins, tu as une réponse, toujours. Oui, bah oui, Et du coup, et ça c'est si quand la même bien. réponse est désolé, c'est pas ce qu'on cherche en ce moment, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est pas Voilà. la même chose que de pas avoir de réponse et te dire ils me répondent pas parce que c'est nul. Là Parce au que je suis moins, d'accord avec toi. Quand t'as pas de réponse, tu te dis, ils me répondent pas parce que c'est nul. Et en fait, ça contribue à créer un espèce de gouffre de oui, doute et d'angoisse pas possible. Et tu n'as personne qui te dit, mais si, mais si, moi, je suis près de toi, moi, je crois en toi, moi, je défends tes romans. oui, Ton agent, quand on a un, il est toujours à tes côtés ouais, et c'est une des seules personnes qui soit toujours de ton côté. Toujours. ouais, 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 tout à fait, Parce hein, que je suis d'accord. il a les mêmes intérêts que toi en termes de Oui, qualité du manuscrit. Il a les mêmes intérêts que toi lorsqu'il défend tes intérêts financiers, mhm, puisqu'il se rémunère en prenant une part de tes droits d'auteur. Donc, plus tes droits d'auteur sont élevés, plus il gagne dessous. Donc, il va mhm, défendre tes intérêts. oui, Lorsqu'il s'agit de faire de la promotion, il sera avec toi. Enfin, ton agent, c'est le seul acteur du monde de l'édition qui sera toujours avec toi. oui, mais ça c'est vraiment, c'est un atout incroyable quoi. Enfin, je trouve que Ouais, c'est fou. Euh, le seul truc que je déplore, c'est qu'il n'y en a pas assez en France et que donc il n'y a pas, il y a pas la place pour que on ait tous plus ou moins accès à un agent. Il n'y a pas assez d'agents en fait. Donc oui. c'est trop nouveau. Oui, puis il y a aussi une difficulté peut-être financière, c'est-à-dire que à l'origine, les agents dans les pays anglo-saxons donc, se rémunèrent sur les droits d'auteur, mais les droits d'auteur dans les pays anglo-saxons portent sur un volume de lecteurs qui est beaucoup plus important, Oui, avec un potentiel de traduction à l'étranger qui est ouais. également beaucoup plus important. Mm. Je suis malheureusement pas certaine que le marché français permette à tous les auteurs d'être présentés par des agents Certainement pas. euh, parce qu'on ne peut pas les rémunérer en fait. Ils ne peuvent Mm. pas vivre. Voilà. Ah bah, si nous on peut pas vivre, Ouais. si nous on peut pas vivre, eux ils peuvent pas non plus, puisqu'ils Sinon, on ne vivent peut sur pas un vivre, eux pourcentage non plus. de sur nous. Donc Voilà, c'est c'est ça. voilà, il n'y a pas tellement de Ouais. surprises à ce niveau-là quoi. Et ça c'est vrai que Donc, c'est moi, terriblement frustrant. Ouais. je me sens D'ailleurs, extrêmement chanceuse. Hein. Mm. oui après, Oui, tu voulais dire? ben le truc qui est Tu frustrant me disais aussi, d'ailleurs. bah, parce que je disais d'ailleurs les anglophones, parce que j'allais dire les Américains mais non, les anglophones. Mhm, Quand ils sortent un bouquin, mhm. très souvent, la France est un des derniers marchés de traduction parce qu'il est trop petit. Il est pas assez, il est petit et il n'est pas assez dynamique. Oui. C'est un des derniers marchés de traduction. Donc voilà, je pense que ça dit ce que ça dit quoi. Il n'y a pas de malheureusement pas de surprise. C'est le livre en France, c'est Je compliqué. pense que le roman en France, les livres en France, c'est compliqué. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, et j'en profite pour te poser la question, puisque tu connais le milieu de la BD. J'ai l'impression que c'est pas aussi dur en BD parce qu'on a quand même une grosse traduction de BD et de manga en France. C'est une bonne question. Il y a un énorme marché de la BD. Moi, j'ai quand même l'impression que, enfin, c'est un peu dangereux parce que il y a beaucoup de sorties et qu'à un moment donné, ils vont frapper le mur parce qu'ils auront tellement sorti de trucs que personne ne Mm, peut suivre. Euh, mm. Après, ça veut pas dire que c'est facile de sortir des projets. Moi, j'ai été sur des tas de projets qui ont été refusés pour différentes raisons. Euh, et après, il y a plein de choses qui se font.
Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une meilleure reconnaissance du scénariste en BD que de l'auteur dans le roman, je trouve, hein. Euh, Surtout dans le domaine de l'imaginaire. Donc Mm. voilà. Rebecca demandait, et on sait pourquoi l'entre-soi, c'est possible. C'est possible. C'est connu que bon, ben, dans le monde de la littérature, il y a, y a des notions d'élite et il y a comme ça une espèce de pyramide, une pyramide du sérieux, j'appelle ça. Et nous, on n'est pas sérieux. On fait de l'imaginaire et on Je est des comprends ce que femmes, tu veux dire. on n'est pas sérieux. Je sais pas ce que. Enfin, Non, et puis je fais de la jeunesse, ma pauvre. ah oui, en plus, oh là là, oh là Je suis une là. femme, j'écris de la jeunesse en fantaisie, c'est foutu. Non, je suis pas sérieuse, moi. Non, non, Euh, nous ne sommes pas sérieuses. nous sommes pas sérieuses, et tant mieux. Et oui, c'est Alors, vrai, ce et que on je est un peux gros dire, marché pour le Japon. T'as raison, Rebecca. Vas-y, vas-y, je t'écoute, Célia. ce que je peux dire sur l'entre-soi, c'est que il y a différentes façons de l'aborder. Et c'est vrai que c'est malgré tout assez humain de soutenir les potes et les gens qu'on connaît. C'est quelque chose Oui, qui est très très frustrant vu de l'extérieur, mais quand tu es à l'intérieur, c'est difficile de s'en empêcher. Ne fût-ce que sur les réseaux sociaux, tous et toutes, on soutient qui en premier? Ben, on va mettre un like aux copines, on va mettre un like aux gens qu'on connaît, on va mettre un like aux gens qui on parle, voilà. Et après, du coup, c'est vrai que c'est important d'arriver à se construire un petit groupe, une communauté. Se construire un entre-soi, c'est quand même important. Même si c'est frustrant de voir ceux des autres et de ne pas arriver à les gagner, les réseaux, ça se construit petit à petit oui, aussi, hein. C'est vrai que c'est tout à fait vrai. c'est pas ce que je veux dire, pour être moins négative sur le terme entre-soi, c'est que c'est pas immuable. Le fait d'être à l'extérieur de la communauté n'est pas quelque chose qui ne change jamais. En tout cas, C'est le vrai. milieu de l'imaginaire français, il est ouvert. Oui, Il je n'est pas confirme. trop élitiste. Il est plutôt sympa. On peut être très bien accueilli. Il n'y a pas de... On n'est pas dans ces ambiances de concurrence entre auteurs. On a la charte des auteurs jeunesse où les auteurs se passent les bons tuyaux, s'encouragent, se passent des informations, se soutiennent. On a la Ligue des auteurs pros qui défend les droits des auteurs, etc. On est quand même dans un entre-soi assez sympa. Donc, c'est pas immuable, c'est pas figé. Euh, Petit à petit, venez en festival, venez en salon, venez sur les forums, venez sur les Discords et vous serez bien accueillis. Faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est un travail qui se fait petit à petit. Ce que je peux dire, en tout cas, de mon expérience dans l'imaginaire, euh, je peux pas le dire pour le reste, hein, puisque j'ai pas d'expérience. J'ai jamais essayé d'envoyer un manuscrit de littérature blanche, par exemple, donc je ne peux pas en parler. Mais en termes de littérature imaginaire, ce que je peux dire, c'est que euh, on peut tout à fait arriver comme ça, pouf, n'être connu de personne. Et ça n'empêche pas que les maisons d'édition peuvent vous repérer et aimer ce que vous faites et vous parler. Voilà. Moi, quand je suis arrivée, je connaissais personne et personne ne me connaissait. Et pour autant, ben voilà, il y a des grosses maisons d'édition qui ont quand même bien aimé mon travail, même s'ils ne l'ont pas publié, et qui du coup, ben voilà, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont présenté à d'autres personnes. Enfin, voilà, il faut commencer quelque part, il ne faut pas hésiter à montrer ce qu'on fait, et, et un jour, eh ben, ça touche quelqu'un. Il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est ça le plus frustrant en fait. C'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Et que ça, ben, il y a zéro moyen de le savoir. Et c'est super chiant. C'est c'est jamais c'est jamais garanti, c'est jamais voilà. Mais après, c'est vrai que petit à petit, connaître le milieu, se faire une place dans le milieu, devenir une tête connue, ça aide vraiment, ne fût-ce que pour avoir les bonnes informations. Oui, Moi, j'ai beaucoup bénéficié des forums pour ça aussi. Mm.
Je sais pas si c'est Voilà. encore très actif, les forums, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde et je trouve que beaucoup d'auteurs sont très accessibles sur les réseaux sociaux. Et c'est très facile de leur parler, enfin pas à tous, mais à beaucoup. Et après, bien sûr, bon, bah, il y a des cons partout, hein, évidemment. On va pas non plus dire que tout le monde est parfait dans l'imaginaire, mais voilà, je trouve que c'est important de dire que c'est possible de trouver sa place, même quand on est sorti nulle part. Mais par contre, tu as raison, c'est vrai, il faut du temps pour créer sa communauté, pour se faire des contacts. C'est, c'est petit caillou après petit caillou, quoi. Ça demande de la patience. Moi, j'ai été. Ouais. Alors, pour les romans, moi, j'ai vraiment bénéficié du forum Cocyclique, qui est un Ouais, forum qui est très actif, avec une grosse communauté. Donc, j'ai vraiment appris à travailler mon écriture là-bas. Et pour la BD, c'est vrai que ça s'est fait via des rencontres et via des gens hyper sympas et hyper ouverts. Enfin, je sais pas, tu étais en train de. J'avais gagné un petit livret écrit par Patricia Lifung et je lui dis, ah, ben moi aussi un jour j'aimerais bien faire de la BD. Elle me dit, ah, ben oui, ben écoute, si tu veux, j'ai vu que tu étais aux Imaginales, je viendrai te voir, on parlera BD. On a parlé BD avec Patricia Lifung qui est gentiment venue me voir sur mon stand aux Imaginales. Et ça m'a beaucoup apporté, par exemple. mm, C'est pareil. Avec Audrey Alouette, on s'est rendu service mutuellement. J'ai créé sa newsletter sur son site internet et elle a pris 2 heures, 3 heures pour m'apprendre à formater un scénario de BD, à quoi fallait faire attention, comment ça se présente, etc. Et c'est ça, ça n'a pas de prix. mm. Et Audrey c'est des Alouette, autrices qui sont hyper connues. Enfin, Audrey Alouette qui est absolument adorable. Je lui dois d'avoir réalisé que je vivais de l'écriture. Alors, je ne l'avais pas compris. Ce qui est fou puisque je passe mes journées à traduire et à écrire. Et je n'avais absolument pas réalisé que je vivais de l'écriture. Et on discutait, et c'est elle qui m'a dit, mais tu vis de l'écriture en fait. Je suis restée vraiment extrêmement con. Donc bon, oui, on tu peut sais, il y a discuter des avec tout le choses monde. comme ça. C'est... Voilà. Je me souviens, c'était aux Utopia, il y a longtemps, j'étais en face de Jean-Claude Duniac, qui est un auteur de science-fiction, de fantasy formidable, et j'osais pas en décrocher une. Et il m'a arraché les mots de la bouche pour savoir ce que je faisais, etc. Et puis, je lui ai envoyé un premier chapitre qu'il a eu la gentillesse de lire, etc. Et puis, il me dit, mais Célia, mais tu es un auteur. Et là, je me suis assise, comme si c'était... Pour moi, c'était une révélation incroyable. C'était la Mm, première fois que quelqu'un me dit, tu es un auteur. Et ouais. c'est un des moments les plus forts de mon existence d'autrice ou d'auteur. C'est quand il m'a dit ça, ça a été une prise de conscience incroyable. Alors que pourtant, j'avais écrit des romans, que j'essayais de les corriger, etc. Mais pour moi, non, j'étais pas un auteur. Il a Ouais. fallu qu'il me le dise. Oui, non, mais je comprends très bien ce que tu as dû ressentir, hein. Ouais. Oui, oui, je comprends très très bien. C'est vrai que euh, c'est hyper important et à la fois je comprends que ce soit très difficile pour certaines personnes parce que c'est pas toujours facile pour moi, mais rencontrer des gens et leur parler, c'est ça aide tellement dans ce milieu. Ça fait pas tout, hein, mais ça aide vraiment, mais de manière incroyable. Moi, je me suis retrouvée à avoir des contacts chez des éditeurs parce que j'ai parlé avec des gens et qu'on s'est bien entendu et que à un moment donné, on parlait d'un projet et que on m'a dit ah bah tiens, propose-le à un tel, euh, voilà. Et si on n'avait pas discuté, ce serait pas arrivé. Donc ouais, c'est super important. Euh, C'est très important. Et et en les même gens temps, sont ouverts. oui, Enfin, je veux dire, quand on leur pose des questions, ils répondent, ils donnent volontiers des bons tuyaux, des informations, etc. On n'est pas dans un milieu où c'est chacun pour soi et où c'est la guerre entre les auteurs. Pas du tout. après, je pense qu'il doit y en avoir quand même. J'avoue que je n'ai pas fait cette expérience, donc je peux pas en parler, mais après, je me doute il y a forcément des gens moins sympas. Mais j'en ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup Ça. des sympas. Oui, enfin.
Déjà, C'est tous les gens qui m'ont dit pas... oui pour participer à cette émission, ce sont les meilleurs. Voilà, vous êtes les meilleurs. Déjà, on peut poser ça. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Mais après, ouais, faut pas hésiter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, je lisais, je sais plus, je crois qu'on avait cette discussion sur Twitter une fois, avec des gens qui disaient, ouais, mais moi, je suis super timide, j'arrive pas à aller vers les gens, c'est trop dur, en plus, j'ose pas dire que j'écris et tout. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile non plus, hein. Il faut passer ce cap-là, quoi. Il faut passer ce cap-là et il faut encore plus le passer si on veut être publié, parce qu'il faudra bien le montrer à un éditeur à un moment donné. D'ailleurs, Oui. D'ailleurs, une question, parce qu'on parlait Oui. de ton agent, et du Mhm. coup, la question c'est comment est-ce qu'on a un agent en France? Comment on fait pour avoir un agent? Construire un réseau. Ouais, voilà. On en revient à la même chose, hein? Non, non, je préfère te répondre ça en toute sincérité parce que il y en a qui peuvent dire oui, tu soumets des manuscrits à un agent de la même manière que tu le soumets à un éditeur. Mais les agents français sont tellement saturés qu'en Ouais. général, ça marche pas beaucoup comme ça. Hmm. Souvent, pour avoir un agent, il faut construire ton réseau, il faut que l'agent il entende parler de toi, il faut tu te présentes, tu lui parles, et c'est beaucoup mieux déjà. Plutôt que d'envoyer un manuscrit à un inconnu, tu sais pas comment il travaille, tu sais pas comment il va percevoir ton travail. Il vaut mieux pouvoir parler à la personne, vraiment. Je pense que c'est quand même mieux de procéder de vive voix. Et d'avoir des échanges vraiment de personne à personne et pas juste envoyer un manuscrit comme on le fait pour un éditeur. Hmm. Après, je crois qu'il y a un truc super important quand même qu'il faut intégrer, c'est que, tu vois, ce dont tu parles, je sais que j'y ai pas accès. Et peut-être que j'y aurai jamais accès. Pour une raison très simple, c'est que ben moi j'ai pas atteint le stade d'être édité sur papier. C'est-à-dire que ok oui je suis chez ActuSF, mais moi je suis chez ActuSF en numérique, ce qui fait que je n'existe pas sur les salons. Je suis jamais invitée. Et donc tous ces endroits comme les Imaginales, les Utopiales ou je sais pas quoi encore, parce que bon il y en a plein, mais je n'y suis jamais. Donc je ne rencontre pas les gens et on ne parle pas de moi. Donc je n'existe pas dans ce monde-là. Et c'est encore quelque chose qui est totalement hors de portée pour moi. Donc ça, c'est aussi frustrant. C'est que je sais que ben, tout ce dont tu parles, je n'y ai pas accès. Et je sais que je ne suis pas la seule, on est plein dans ce cas-là. Euh, Alors, et il faut passer ce oui et cap. non, c'est-à-dire que oui et non, c'est-à-dire que quand moi j'y suis allée au début, j'étais pas invitée, j'étais pas publiée, personne ne me connaissait. Alors oui, tu payes ton hôtel, tu payes ton transport et t'y vas, vas-y. Moi je vais aux Utopiales tous les ans, je suis jamais invitée, hein, Ah mais ouais, j'y vais. mes finances me le permettent pas, malheureusement. En étant Voilà. à si Là après, peu, on tu vois, n'est par pas mois, égaux non c'est plus de ce pas point de possible. vue-là. Mais ce Financièrement, que je je peux veux dire, pas. c'est que quand on peut y aller. Et des fois, c'est vraiment très intéressant et Mm. utile d'y aller, euh, même quand on n'est pas invité. Bien sûr, quand on est invité, c'est très plus facile parce que bah, déjà, on a une meilleure position, une meilleure visibilité, etc. Mais d'un autre côté, quand tu n'es pas invité, tu es libre. T'es pas... Parce que quand tu es invité, tu es coincé derrière ta table, hein. Donc tu peux pas aller voir les autres auteurs et les éditeurs, etc. Parce que ton devoir, c'est d'être derrière ta table. Alors que quand tu n'es pas invité, tu te balades, tu fais tous les stands. Et tu dis, bah, qu'est-ce que vous faites? Tiens, vous vendez ça en ce moment, qu'est-ce que vous recherchez? Et tu renoues les liens, etc. Donc pour le réseau, c'est pas mieux d'être invité, hein. Ah oui. Bah, si, parce Mais il que faut y tu dois aller. discuter, tu Il dois faut pouvoir pouvoir y discuter aller. après, ou les gens qui viennent te voir sur le stand et tout. Il y a des moments où tu dois être ailleurs que sur ton stand. Bah oui et non, mais c'est pareil, les autres auteurs invités sont eux-mêmes cloués sur leur stand. Donc tu parles avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite, c'est tout. Après, est-ce que les éditeurs viennent sur les stands quand tu es en dédicace? Pas souvent. Pas souvent, parce que tu es sur le stand du libraire ou alors sur le stand de ton éditeur, et dans ce cas-là, tu vois que ton éditeur ou que le libraire. Mais les éditeurs, ils sont sur leur stand et ils font pas le tour non plus, hein. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est pas utile,
Mais ce que je veux dire, c'est que le réseau peut se faire même quand tu n'es pas publié. Moi, j'ai commencé à aller en salon, j'étais pas du tout publiée, du tout, du tout. J'étais juste, je suis allée en visiteuse avec les amis apprentis auteurs, apprentis autrices de co-cyclique. Et quand Jean-Claude m'a dit que j'étais une autrice, j'étais pas publiée et j'étais en salon pour le plaisir d'aller en salon avec des amis. Donc, je suis consciente que j'ai la facilité de pouvoir me payer ça, c'est clair. Mais le fait d'être édité n'est absolument pas obligatoire, du tout, du tout. Ceux D'accord. qui peuvent le faire, allez-y, allez-y. Mais du coup, ça veut dire qu'il Prenez, faut... Pardon, vas-y. Oui, oui. Allez-y. allez-y entre potes, allez-y, allez-y entre potes. Et si vous pouvez, allez-y en semaine. Alors Ah ça, c'est oui. facile à dire, hein. J'en ai encore plus conscience, hein. Ouais, Mais mais je si tu veux comprends rencontrer pourquoi. des éditeurs, faut pas y aller le week-end, Eh oui, parce qu'il y a trop de monde. faut y aller en semaine. Eh oui. Oui, mais surtout parce que les éditeurs, bah, le week-end, ils sont chez eux, hein, ils ont une vie. Ah oui. Donc, si tu veux rencontrer des éditeurs, par exemple au Salon de Montreuil, etc., il vaut beaucoup mieux y aller en semaine. Parce que samedi, dimanche, bah, ils sont en week-end comme tout le monde, quoi. Enfin, comme tous les salariés. Ouais. Mais du coup, Donc, ça demande quand même d'avoir le... euh, non seulement le cran, mais aussi, bon, bah, je sais pas, un alignement de planètes qui fait que tu rencontres les gens qui t'intéressent ou qui vont s'intéresser à toi. Mais il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux, il faut leur parler. Ça doit quand même... C'est pas facile non plus quand t'es oui, personne. bah, si tu veux, plus tu le fais et plus c'est facile. Mais, enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, par exemple, les toutes premières fois où j'y suis allée avec des amis du forum Cocyclique. Donc, par exemple, on prenait des grosses chambres à 4-5. On se partageait les prix. On partageait des fois, on covoiturait, etc. Donc, ça te permet de baisser largement les prix pour y aller. Et puis, tu arrives et puis tu as quelqu'un qui va dire ah, ben salut machin, comment ça va? Ben, je te présente Bidule. Ah, salut Bidule. Et Mm. puis après, c'est toi Bidule qui dit ah, salut machin, ben, je te présente truc. Euh, c'est comme ça, ça a été comme ça pour moi. C'est-à-dire que bah, si je sais j'ai avec moi un jeune auteur qui connaît personne et qui a besoin de connaître des gens, ben, je vais faire le lien, tu vois. Et on se fait tous ça, en fait. Voilà. Mm. On le fait tous les uns pour les autres. Donc, n'y allez pas tout seul. N'y allez pas tout seul. Allez-y avec une bande d'amis ou avec des gens qui connaissent déjà un peu le milieu ou allez-y à plusieurs. Et puis, c'est pareil, c'est très difficile d'arriver chez un éditeur et de dire, lisez mon manuscrit, il est superbe. Il faut le faire les Oui, uns pour les autres. oui, Moi, c'est très dur. si je vais avec toi, Céline, je dirais, bah, tu sais, Céline, elle écrit de la super fantaisie humoristique, c'est très sympa, je sais que tu cherches ça en ce moment. Comme ça, toi, tu n'auras rien à dire. Et puis toi, tu diras, ah, bah, Célia, en ce moment, elle a un super manuscrit de machin, bidule truc, etc. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, non, mais oui, t'as raison. Effectivement, c'est vrai que c'est plus facile quand tu connais déjà des gens et que tu vas en groupe et qu'à ce moment-là, bon, c'est la force du groupe, quoi. C'est un tel, il va peut-être connaître une autre personne ou l'autre, et C'est la ben, force de la communauté, ouais. ouais, ouais, ouais. Je crois qu'effectivement, il y a ça. Et surtout quand on est timide, je pense que du coup, il faut plutôt compter là-dessus, sur le groupe, sur l'effet de groupe. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Bon, alors voilà, les amis, Euh, comptez sur l'effet de groupe. Essayez de mettre ça en place. Il faut faire ça. Oui, oui, essayez de mettre ça en place en fonction de vos affinités, de vos communautés, etc. Voilà. Et puis, vous verrez qu'à force de traîner dans les salons, etc., vous verrez que le monde est petit, en fait. On retrouve Ça, c'est souvent vrai. les mêmes gens, on retrouve souvent les mêmes têtes. Mm. Donc, c'est plutôt sympa. Et j'ai remarqué hein, que bon, j'ai pas fait beaucoup de salons dans ma vie, mais, mais les rares fois où je l'ai fait, je me suis rendu compte à quel point les auteurs étaient des gens qui étaient faciles d'accès. Déjà parce que ben, c'est des gens normaux en fait et que et qu'on peut tout à fait leur parler et discuter et tout et que ça se passe bien quoi. Donc, euh,
Donc voilà, Oui, ça, absolument. ça, il faut peut-être s'en faire moins un monde aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas du même côté de la table Oui, absolument. que voilà quoi. Et ça, c'est vrai qu'au début, avant que je commence à écrire, j'étais très très impressionnée quand j'allais dans les salons, notamment salon de la BD, tout ça, euh, par les gens qui étaient de l'autre Hmm. côté de la table. Parce qu'ils étaient de l'autre côté de la table et du coup, on imagine qu'il y a comme une espèce de cloison de verre entre nous et que ces gens sont tellement, tellement au-dessus de nous, tout ça. Et non. Juste non. Voilà. Et j'ai rencontré pas mal de connards quand j'ai été invitée au salon de la BD moi-même. Donc voilà. Ça permet de démystifier le truc aussi. Hein, je pense il faut le dire. Donc, ouais, il faut pas hésiter. T'as raison, Rebecca, on va monter un groupe d'handicapés pour y aller. On va faire ça. On va... Un groupe d'handicapés Mais ça, sociaux l'autre et les uns physiques. chez les autres. Non, puis c'est Il plus faut aussi facile de loger chez les s'encourager. uns chez les autres. Si vous en avez qui habitent dans l'Est, allez dormir chez eux pour aller à Épinal et à Étrange-Grande. Si vous en avez qui habitent du côté de chez Nantes, bah, dormez tous chez eux pour aller aux Utopiales. À Bordeaux, il y a Hypermonde. Enfin, voilà, dormez les uns chez les autres, accueillez-vous, soutenez-vous, allez-y ensemble. Ça rend tout de suite les choses plus faciles, quoi. Oui, bah, hélas, je n'ai pas ce genre de contact, mais il faut... voilà, on sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah Tout peut mince, arriver. Tout peut arriver, voilà. tout peut arriver. On ne sait jamais. Il ne faut pas perdre espoir, surtout. Ah. Ça, c'est important de noter. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est jamais. Parce que sans ça, voilà. Moi, je peux dire que j'aurais jamais cru que ActuSF prendrait un de mes manuscrits. Ça, je crois on peut vraiment le dire. Et du coup, le fait qu'il l'ait fait, je me dis, ben, en fait, ça peut te donner espoir pour plus ou moins n'importe quoi derrière. Hein. Tu peux dire, oh, c'est bon, je peux presque faire n'importe quoi. Du coup, il y a des chances. Sur un malentendu. On peut toujours se dire que sur un malentendu, ça passe, quoi. Donc gardez ça à l'esprit. Dites-vous sur Ah un là là. malentendu, ça peut le faire, quoi. On sait jamais. Ne te Non, dévalorise pas ainsi. Tu n'as non, pas non. besoin d'un malentendu. Non, mais je plaisante là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même être assez logique. Euh, la chance a joué énormément dans ma publication. Oui, il fallait que j'ai un manuscrit qui corresponde et qui soit pas trop dégueulasse. Ok, très bien, mais ça c'est le cas de beaucoup de gens. C'est juste que il y a eu un alignement de planètes et que j'ai envoyé à la bonne personne au moment où ils se sont dit tiens, on va créer une collection de novellas. Et moi, j'écris quasiment que ça. Donc voilà, j'avais envoyé en disant au fait, je sais que vous avez bien aimé le truc que j'avais écrit avant, vous l'avez pas pris, mais vous l'aviez bien aimé. Vous m'avez dit, bah envoie le prochain que t'écris. Bon, bah voilà, le prochain que j'ai écrit, ben c'est celui-là. Je sais qu'il rentre pas dans votre ligne éditoriale parce que c'est une novella, mais je vous l'envoie quand même histoire que vous m'oubliez pas. Et pouf, voilà. Comme quoi. La Comme chance, quoi. c'est ça. La chance y est pour, je vais pas dire 1000%, mais on va dire 990. Hein, voilà. Non, 50, pas plus. En tout cas, elle y est pour beaucoup. 50, pas plus. Elle y est pour beaucoup. Donc, je pense il faut relativiser quand on a des refus et se dire que c'est pas parce qu'on est nul, mais que bah il y a de grandes chances pour que c'est juste que le contexte n'était pas là, quoi. Les planètes s'étaient pas alignées et c'est pas parce qu'on est nul. Mais c'est super dur de se dire ça. C'est vraiment Oui. très très dur. Non, mais franchement, on a toujours des refus, hein. Enfin, je Oui, veux dire, moi, j'ai publié maintenant 6 romans. Pour chaque roman, j'ai au moins 10 refus avant d'avoir un oui, hein. C'est normal, hein. Mais un oui suffit. et oui, oui suffit. Ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Et je veux dire, il y a des romans, j'ai reçu 20 reçus de flux avant d'avoir un oui. Et le oui, il est arrivé 5 ans après l'envoi du roman
au début en soumission éditoriale. 5 ans? Parce qu'il faut trouver la bonne personne au bon moment. 5 ans? Oui, Oh la vache. Oh non, mais oui, oui, oui. je suis pas armée pour ça. Je crois qu'il faut le dire quand même. Moi, je suis pas patiente. Je suis tellement pas patiente. C'est ça, c'est. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Mais 5 ans, mais c'est tellement Pardon. n'importe quoi, bordel. Mais c'est parce que tu vois, j'avais fait des premiers envois et c'est arrivé aussi à plein de gens que je connais. Tu fais des envois, donc tu envoies une liste de maisons d'édition et puis non, ça leur plaît pas, etc. Donc toi, tu reprends ton manuscrit, tu en travailles deux, trois autres, tu reviens dessus, tu te dis, elle était pas si mal, je peux peut-être améliorer un peu ça, machin, tu raméliores, tu remets un coup de peinture dessus. Et puis, bah, tu vois que dans les maisons d'édition, bah, c'est plus les mêmes éditeurs. C'est plus les mêmes personnes. Tu renvoies. 5 ans plus tard, c'est plus le même éditeur. Et il y a un autre éditeur dans la même maison qui te dit oui, ça arrive. Ah, bon truc, les gens. Bon truc. Oui, ou même. Enfin, La même personne, si elle ouais. t'a dit non, elle te dira pas oui. C'est très rare. Oui, ça c'est sûr. Par Il y a de grandes contre, chances. souvent, les éditeurs, c'est le monde du travail. Donc, ils restent pas forcément 40 000 ans toujours. Voilà. Donc, ça peut changer. Hmm, Et c'est vrai. chez le même éditeur, tu peux avoir un éditeur qui dit non, en ce moment, c'est pas le moment, ça m'a pas particulièrement plu. T'attends 5 ans, t'as un autre éditeur qui dit bah oui, en ce moment, on cherche tel genre d'histoire et moi, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Hmm, ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, j'avais pas Et du oui, tout pensé à ça et c'est parfaitement vrai. Donc, je crois que c'est un truc important aussi à noter. Non, mais carrément, t'as totalement raison, quoi. mais ne vous découragez jamais, quoi. Vous avez un manuscrit sous le coude, ne vous découragez jamais. Mais est-ce que c'est Jamais, pas ça le jamais, plus jamais. dur? Est-ce que c'est pas ça le plus dur, de pas se Euh, décourager? C'est si, super c'est dur. dur. Si, c'est dur. Moi, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de continuer à avancer. Ouais, j'ai J'ai toujours l'impression un. que tout le monde a Mais ce truc-là, de dire quand t'as fini un projet, passe au suivant, quoi. oui, toujours. Mais après, moi, je fonctionne par phase sur mes projets, au sens où je corrige. Non, j'écris le manuscrit A, puis après, je corrige le manuscrit B, je fais la promotion de manuscrit C, puis je reviens sur les corrections de manuscrit A. Puis tu vois, Ouais. de toute manière, si manuscrit A reçoit une vague de refus des éditeurs, je dis, bon, bah, j'en ai marre de celui-là, ah, bah, je vais travailler sur B. Ouais, c'est-à-dire que même si t'as qu'une idée à la fois, t'as quand même idée un 2 3 qui sont à différents niveaux d'évolution. Bon, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc là, par exemple, j'ai le tome 3 de Porcelaine, le labyrinthe de la tortue, qui est sorti bah, cette semaine. Mhm. Le 10. Voilà, c'est ça. Et en même temps, là, je viens de finir un autre premier jet. Et en même temps, je fais l'adaptation du tome 1 en BD. Donc, tu vois, ça fait déjà trois quatre projets Mhm. qui sont Ouais. en route, quoi. Ouais. Donc, il est fort probable qu'à un moment, le premier jet que je viens de finir, je me mette à le corriger, puis il me sortira par les yeux. Donc, peut-être que j'écrirai un autre scénario de BD, ou tu vois. Oui, parce que bon, enfin, Ouais, tu le sais pas à l'avance, hein. Toi, tu. c'est un Pouf, ça. roulement. Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est vrai que Et c'est c'est. important pour moi, ce roulement. Oui, parce que du coup, Ouais, c'est vrai que quand tu t'en as marre d'un truc pour X raisons, ou que t'es fatigué ou quoi, que t'as besoin de changer, ben tu changes, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ça Et c'est une ça fait technique. du bien, des fois aussi, de changer d'exercice. Ouais. Entre, par exemple, la correction, c'est pas du tout le même exercice que l'écriture du premier jet. Le scénario, c'est pas le même exercice que le roman. Ça fait du bien de changer. Oui, ouais, ça je suis assez d'accord, parce que Mm. quand tu vas soit bloqué sur un truc, ou alors c'est que ben voilà, tu te sens pas forcément de faire tel genre de travail à ce moment-là, donc tu te dis bah non, aujourd'hui je me sens pas tellement sur les corrections, ben, pour X raisons, et hop, tu vas
passer à un autre truc sur lequel tu te sens plus à même de travailler, tu n'as pas la Mm, sensation de perdre ton temps, quoi. Tu vas quand même être en train de travailler, c'est juste que mm. tu vas te dire, bon bah voilà, aujourd'hui, je me sens de faire ça ou ça, et voilà, tu te mets dessus, quoi. Mm. Ça permet d'être Fait. plus flexible, peut-être plus à l'écoute aussi de toi-même et de comment tu fonctionnes au fur et à mesure, quoi. Mm. Fait. Et Ouais, quand on est découragé sur un projet, enfin même quand je vais parler pour moi, quand je suis découragée sur un projet, ben ça me permet de pas être découragée sur tous les projets en même temps. ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai aussi que qu'est-ce que je peux dire? Que, par exemple, pour en revenir au fait que il peut y avoir beaucoup de temps entre le travail sur un manuscrit et puis son édition, il arrive aussi très souvent que le premier manuscrit publié, c'est pas le premier écrit, hein. Mais si vous avez 5 manuscrits sous le coude, vous avez 5 fois plus de chances d'en placer un que si vous en avez un seul. Ah bah ça c'est sûr, moi je veux Donc, dire, je me suis trouvée bien con quand on m'a dit ah bon on le prend pas celui-là mais est-ce que vous en avez un autre? Et je leur ai dit mais je fais pas collègue en fait, j'en ai pas 12 dans mes tiroirs, désolé. Non j'en ai pas d'autres. oui, et tu vois, c'est vrai que moi non plus, hein. Moi non plus, plus maintenant. Mais au tout début, en fait, comme j'avais du mal à trouver des éditeurs etc., mes romans sont pas forcément sortis dans l'ordre où je les ai écrits, en fait. Ouais, Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut prendre du temps. ça doit être trop Mais si vous bizarre. avez des romans qui sont prêts, tant mieux. Oui. Ça doit être trop bizarre quand même, hein. De faire sortir, genre, tu vas avoir un projet que tu as écrit, genre, il y a 3 ans et il sort. Et puis après, pour une raison X ou Y, ben, t'as un deuxième roman auquel on t'a dit oui, sauf que bah, celui-là, s'il faut, tu l'as écrit il y a 10 ans. Ça doit faire trop bizarre. Genre, le truc renaît de ses cendres et revient sur le devant de la scène alors que peut-être tu l'avais complètement oublié ou presque. Ça doit être un peu étrange. Oui, oui, oui. Mais En tout cas, ça disons doit que être une expérience un peu spéciale, quoi. quand les manuscrits sont pas publiés, souvent j'y reviens régulièrement pour essayer de les corriger. Donc c'est pas comme s'il y avait une totale rupture, mais oui, oui, oui. Mais c'est vrai que des fois c'est amusant parce que il y a des lecteurs qui viennent me voir en me parlant de romans qui sont publiés. Mais pour moi, en fait, le roman, il est publié depuis plusieurs années. J'ai commencé à l'écrire il y a plus de 10 ans et je suis plus du tout dedans. C'est ça. Et oui, c'est ça, on n'est plus du tout dedans. On est passé à tellement autre chose depuis longtemps. On en a écrit X, tu vois, depuis. Voilà. Et un peu comme les vêtements vintage, après, tous les modes changent. Oui, t'as raison, Rebecca, c'est ça. Mais voilà, c'est comme si d'un seul coup, hop, la mode des années 80 revenait et t'as un espèce d'effet nostalgique, peut-être. Je sais pas. C'est rigolo, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Mais amusant, hein. C'est très sympa, hein. Mais ça m'arrive effectivement qu'il y ait des lecteurs qui me disent, mais oui, dans tel roman, à tel moment, il s'est passé ça. Et moi, je suis là, ah oui, j'avais fait ça. ah oui, puis alors en Mais plus, j'ose pas dire à la personne, vous savez, maintenant, ça fait 12, 13 ans que j'ai travaillé là-dessus, je m'en souviens plus. oh bah, et Voilà. parfois il n'y a même pas besoin de 10-12 ans, hein. Quand je vois la vitesse à laquelle on oublie ce qu'on a écrit, il n'y a pas besoin de longtemps. Bon, Enfin, mais bon, ouais, bon, c'est vrai que c'est. après, Mais c'est chouette que tu leur redonnes une chance parce que moi je sais que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs et d'autrices qui m'ont dit oh moi une fois qu'un truc est écrit bon bah si je sens que ça le fait pas je le range et je l'oublie mais toi tu les ressors quoi. alors moi, en fait, j'écris depuis que je suis très jeune, donc les tout premiers manuscrits, je les ai pas repris parce que vraiment, ils étaient pas au niveau pour être publiés. Mais à partir d'Iseltan, je les ai tous travaillés, retravaillés, retravaillés jusqu'à ce que je trouve un éditeur, ouais.
C'est chouette, quitte mais à bon. faire autant de phases de correction qu'il faut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais Et dire, moi, mon point fort, c'est les corrections, hein. ça a dû te faire masse de travail, de relecture, de correction, Ah de. oui, mais mon point fort, c'est les... mon point fort, c'est les corrections. Ouais, mais j'ai l'impression que toi, t'es une coureuse de fond. Toi, ça te fait pas peur le travail sur une Ah longue oui, durée. mais j'ai pas le choix, hein. Moi, je sais que je Bon, pète un tu sais plomb que très vite. Très mon agent, vite. mon agente m'appelle petit escargot vaillant. Ah oui, je l'ai vu passer ça Je quelque crois que ça dit part. tout. C'était sur Twitter ou je Mon sais pas. nom Je l'ai vu. est Petit petit escargot escargot vaillant. vaillant. Donc tu imagines ma vitesse de pointe en matière d'écriture, hein. Ouh. Et puis, par contre, vaillant au sens où ça avance pas vite, hein, mais ça avance tout le temps, ça s'arrête jamais. C'est Voilà. incroyable. Non, mais ça, je te Donc, l'envie vraiment. je sais Parce pas si que c'est... je pense qu'il faut du courage quand même. Il faut en tout cas avoir de la force de caractère et une détermination sans faille. Parce que c'est dur. C'est dur quand même de tenir le coup sur le long terme. Moi, je sais que si je travaille trop longtemps sur un truc, au bout d'un moment, je décide que ça me saoule et qu'il faut que ça se termine parce que ras-le-bol. Et moi, le ras-le-bol arrive très vite, hein. Je veux dire, je peux pas passer plus d'un an sur un truc, sinon je pète un boulard. Tu vois le truc? Oh mon dieu. Ouais, ça c'est compliqué pour moi. Ah Parce que moi, je oui, suis très très lente parce que j'ai un autre métier à côté aussi. Donc, si tu veux, rien que le premier jet, il va me prendre facilement un an, le temps de faire une pause ou deux pour corriger un ou deux. Voilà. Donc, par exemple, Porcelaine, le premier tome de Porcelaine, il est sorti en 2021. Moi, j'ai commencé à écrire le premier jet en 2015, hein. ouais. Et là, le roman qui vient de sortir, donc on est en 2024. Je l'ai commencé en 2019, un truc comme ça. Ouais. Donc, je suis lente, hein. Ah, mais je Je suis. suis persévérante, mais je suis lente. Ouais, mais quelque part, tu vois, moi je trouve que ça c'est chouette parce que ben tu te poses pas la question de dire est-ce que je dois prendre le temps, machin. Non, c'est juste toi, tu fais les trucs à ton rythme et puis c'est tout. Voilà. Il y a pas de questionnement spécialement là-dessus. Moi je trouve ça super parce que t'as, je sais pas, t'as plus de patience aussi, du coup, hein, que moi, clairement, il en faut pour prendre tout ce temps. Et je pense que du coup, ben, tu prends le temps qu'il faut pour que le texte soit abouti, tu vois. C'est adapté à. J'ai besoin de beaucoup de temps, hein, pour qu'un texte soit abouti, hein. C'est vrai, hein. Je sais pas si... Le tout premier texte que j'ai publié, il s'appelle Iseltan. Au départ, il y avait trois parties. J'ai pris la première partie et je l'ai virée déjà. Donc j'ai pris un tiers du roman et je l'ai viré. Après, Waouh. quand tu commences sur des corrections comme ça, oui, oui, bah, il y a même le tome 2 de Porcelaine, j'ai pris 50 000 signes du début. On m'a dit le début il est trop lent. Bon, bah, je dis oui, vous avez raison, je l'ai viré, quoi. Et pourtant, j'écris lentement, hein. Donc moi, quand je vire 50 000 signes, c'est plus d'un mois de travail, hein. Mais Ouais. voilà, Mais t'acceptes de le faire, c'est à ça la fin, qui est quand même impressionnant. C'est que tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, s'il faut l'enlever, eh ben, on l'enlève, quoi. Et parce qu'au final, ce qui t'importe, c'est le résultat final, le livre en lui-même, et pas spécialement le fait de rentabiliser ton temps. du tout. Eh oui. Du tout, je suis pas du tout dans cette idée de rentabiliser mon temps. Et même, tu vois, des fois, on peut se dire, oui, mais tous ces trucs que tu as écrits et que tu as enlevés, ils servaient à rien. Mais non, en fait, ils servaient pas à rien. Si je les avais pas écrits, j'aurais pas pu écrire le reste. Non, mais Si ça, j'avais c'est pas vrai. écrit ces 50 000 signes du début, jamais j'aurais pu écrire la suite. J'avais Non, besoin de ces 50 000 signes pour me familiariser avec les personnages, pour les faire parler, pour les faire bouger, pour découvrir comment marche leur pouvoir, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs interactions. Donc après, ils ne sont pas utiles pour le lecteur, mais ils sont utiles pour moi.
Oui, et puis il n'y a pas que ça. Je crois aussi que dans toute forme d'art, on a le droit à l'erreur. Elle est formatrice. Elle est formatrice aussi pour apprendre à se connaître et savoir, voilà, ah bon, bah attends, la dernière fois, mon début était trop lent, ou j'ai passé trop de temps à décrire ça, ou à faire, voilà, quelque chose qui n'avait pas spécialement d'intérêt dans le livre. Ben, du coup, peut-être que tu fais plus attention à ça après aussi, et à pas faire la même erreur. Et bon, on en fait d'autres, hein, mais je pense qu'il y a ça aussi, le truc de dire, bah, t'apprends des erreurs que tu fais pour pas forcément plus les faire, mais en tout cas moins les faire, et, et, et Oui, t'améliorer. moins les faire, on va dire, voilà. Oui, Tout moins à les faire, fait. parce que... La prochaine fois, je ne verrai que 20 000 signes. Ah, Voilà, c'est beaucoup ah, mieux. et ce sera mieux, ce sera mieux. Ce que je voudrais envoyer comme message, c'est qu'en tout cas, euh, c'est vraiment pas grave si un premier jet est pas bon. Ce qui compte, c'est pas le premier jet. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable d'en faire. Donc, ayez confiance en vos corrections et confiance en tes corrections. Peut-être que la première phase de correction, un an plus tard, ce sera pas terrible. C'est pas grave, tu reviens 2 ans plus tard. Là, tu auras progressé, tu auras un œil neuf. Tu seras encore capable de l'améliorer et de le rendre encore meilleur. Voilà. Oui, tout à fait, c'est bien vrai. Rebecca dit, on monte une maison avec des échafaudages et des fois, il suffit juste de refaire la peinture pour qu'elle soit au goût du jour. Vous pouvez utiliser cette phrase de motivation médiocre sur Facebook. Merci Rebecca. Mais oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Ben Mm. écoute, je propose qu'on termine sur ces bons mots de motivation et sur cette good vibes. On va juste redire un petit mot pour dire que Porcelam tome 3 est sorti le 10 janvier, donc vous pouvez vous plonger dedans, et si vous n'avez pas commencé la série, ben voilà, il me semble que c'était le dernier, donc maintenant la série est complète, et vous pouvez vous plonger dedans, c'est le moment ou Tout jamais. à fait. Voilà, donc voilà, est-ce C'est que ça. potentiellement tu veux faire un peu de pub pour un autre livre, ou j'ai tout dit? N'hésite Ce que je pas, hein. peux te dire, c'est que s'il y a des jeunes auteurs qui nous écoutent aussi, je participe à un séminaire en ligne qui s'appelle Les Inspiriales de l'imaginaire Exact. et qui se déroule en février, où on est plusieurs auteurs. Alors, il y a notamment Christelle Dabos qui sera là, il y a Xavier Dolo, il y a Aude Vivet, Isabelle Beauchamp, et où on propose de s'inscrire donc au séminaire et on propose des masterclass pour se plonger à fond dans l'écriture pendant quelques jours. Donc ça peut, même si c'est un budget, on va pas se mentir, c'est aussi une bonne occasion de travailler son écriture ensemble. Voilà. Oui, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner en ligne, en tout cas. Allez voir ça. Il y a plein de choses qui ont l'air vraiment très très cool, pour de vrai. Donc, ouais, jetez-y un œil. Merci d'en avoir parlé. Et sinon, vous me trouverez sur Instagram, vous me trouverez sur le forum Cocyclique, vous me Hmm, trouverez parfois en salon. Si vous avez envie de parler d'écriture, si vous avez besoin de vous exprimer auprès d'une personne qui comprend vos problèmes, venez me parler, n'hésitez pas. voilà, comme ça, vous savez que si jamais sur un salon, vous savez pas à qui aller parler, ben, au moins Célia vous aura dit, moi, vous pouvez venir me voir. Elle vous a donné l'autorisation d'y aller. Comme ça, au moins, vous savez que vous y allez pas comme ça, comme des sauvages. Venez me parler en salon. Voilà. Vous voyez, moi je trouve que c'est très encourageant. Voilà. Merci Célia. Avec grand plaisir. Du coup, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous à tous. Merci d'avoir été là. Merci Célia d'avoir partagé toute cette expérience et ces bons conseils. Et du coup, ce que je peux faire, c'est te souhaiter super méga bon courage pour le nouveau projet qui va commencer, ou qui est en cours peut-être Merci. déjà. Et bonne chance pour tout le reste, quoi. Parce que, la chance, ça fait pas de mal de l'avoir. Donc, plein de bisous tout le monde. Au revoir.
Bon après-midi, c'est l'heure de goûter. Précipitez-vous sur vos tartines. Faites-vous un chocolat ou quelque chose. Vite, vite, c'est l'heure de goûter. Plein de gros bisous. Au revoir.